Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 9 novembre. Notre invité ce soir, Jean-Claude Yoyotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité régional des pêches et ce matin, vous avez été, on va le dire, pris à partie lors d'une réunion par les marins-pêcheurs. Est-ce que vous vous attendiez à la tournure de cette réunion? Vous savez, lorsqu'il y a une foule importante, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal, mais tout de suite, les titres qui seront développés dans notre édition. Ambiance électrique au World Trade Center de Jarry entre les marins-pêcheurs. Ils ont demandé des comptes à leur président. La Guadeloupe accueillera la première conférence TEDx, une organisation qui a pour but de diffuser des idées qui valent la peine d'être propagées. L'équipe moulienne va tenter de continuer son parcours en Coupe de France, un CSM plutôt confiant quelques heures avant le départ. Le journal, Aurélie Ronze. Ambiance tendue donc aujourd'hui au WTC, réunion entre les marins-pêcheurs en présence du représentant de la préfecture. Le 25 septembre dernier, Jean-Claude Yoyotte, président du comité régional des pêches, rencontrait la ministre des Outre-mer. Mais depuis, la situation est toujours aussi tendue sur le terrain et les marins-pêcheurs attendent de l'État des engagements précis. Des marins-pêcheurs qui ont également demandé des comptes ce matin à leur président. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Dans une ambiance houleuse, le débat s'est vite orienté sur les griefs des marins-pêcheurs envers leur président. Nombreux réclament des comptes concernant l'utilisation des fonds attribués aux porcs en eau profonde, aux sargasses ou encore au chlordécone. Les accusations qui viennent d'ici et de là, moi, je m'en balance. Si effectivement le président que je suis a une quelconque malversation avec un quelconque fonds, qu'on porte plainte et que j'aille en prison. Point très, j'ai fini avec ça. Mais je suis un chef d'entreprise et si je peux répondre à un appel d'offres au Havre, je le ferai. Parce que c'est mon droit. Et pour répondre à un appel d'offres, il faut effectivement que votre navire soit assuré, que vous soyez à jour de vos cotisations, ainsi de suite, ainsi de suite. Je réponds à ces critères, je réponds à un appel d'offres. Je l'emporte, c'est tant mieux. Les Guadeloupéens devraient s'enorgueillir qu'il y ait un Guadeloupéen qui répond à un appel d'offres européen et qui l'emporte. C'est ce que j'ai à dire. Messieurs les pêcheurs guadeloupéens, voilà, nous avons décidé, quand vous aurez le temps, c'est ça, vous cherchez l'argent. Pour Simon le pêcheur, c'est un sentiment d'impuissance, de nage à contre-courant qui prédomine à l'issue de cette réunion. J'ai rien compris et je pense que 90% de l'Assemblée qui était là n'a rien compris. Et moi personnellement, je dis que le premier mis en cause dans ça, c'est l'État français. Ils auraient dû prendre leurs responsabilités, au moins être honnêtes avec les pêcheurs et dire vraiment qu'est-ce qu'ils veulent pour la pêche en Guadeloupe. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une grosse anguille sous roche et qu'on est en train de nous endormir à coups de réunions, à coups de promesses, et rien ne se fait. Après plusieurs heures de discussion, peu de réponses ont été apportées selon les marins-pêcheurs présents qui en ont profité pour exposer d'autres problématiques pour leur profession. L'exposition de ce que exactement le problème qui se posait aujourd'hui, c'est sur la chlordécone. Et c'est un problème qui est très récurrent parce que ça fait pas mal de temps justement que ça existe. Et là, on veut nous faire comprendre que comme si c'est une partie qui serait indemnisée et une partie pas du tout. Mais après, enfin, à ce que moi, mon époux m'a fait comprendre, comme si après ça va se répandre un petit peu partout dans la Guadeloupe. Et aussi que le métier de marin-pêcheur, comme s'ils veulent en quelque sorte l'éliminer. Une réunion de travail avait été prévue l'après-midi même en présence des services de l'État et du comité de pêche, ainsi que des représentants de marins-pêcheurs. Ces derniers n'ont pas souhaité y prendre part. Les services de l'État se disent prêts à se mettre à la disposition de la profession pour organiser à nouveau cette séance de travail. Ces trois groupes de travail, c'est nous qui en avons pris l'initiative pour mettre tout le monde autour de la table sur ces trois sujets. J'ai compris qu'il y avait visiblement un problème au sein du CRPM, parce que peut-être que la convocation est arrivée tardivement et que le président n'a pas eu le temps d'en informer ses vice-présidents, son conseil d'administration. Donc nous allons nous adapter. Véritable pugilat contre leur président, les marins-pêcheurs se disent plutôt frustrés par cet échange et attendent plus que jamais des réponses concrètes au sujet notamment du chlordécone et des fonds alloués à leur profession. Jean-Claude Yoyotte, bonsoir. Bonsoir. On a l'impression que les marins-pêcheurs de Guadeloupe ne vous font plus confiance. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas forcément le cas, mais vous savez, chaque fois qu'il y a foule, il y a quelques éléments qui prennent la parole et qui racontent un peu n'importe quoi.
Et la foule est versatile, vous savez. Donc il y a des gens qui applaudissent, mais ils n'essaient pas de savoir quelle est la vraie vérité dans cette histoire, puisque personne ne m'a jamais posé de questions personnellement. Donc il faut savoir une chose, c'est que nous sommes à la veille des élections qui auront lieu en 2017 et que les gens se préparent, affinent déjà leur speech. C'est une des raisons pour lesquelles rien ne bouge finalement? Vous dites? C'est une raison pour laquelle rien ne bouge, les élections? Non, je ne pense pas. Je dis qu'il y a un problème. Au départ, c'est que les services de l'État n'ont pas pris l'ampleur de la catastrophe. Et donc, ce faisant, ils n'ont pas mis les moyens adéquats face à cette catastrophe vraiment indescriptible. Et aujourd'hui... Vous parlez du chlordécone. Je parle du chlordécone. Et aujourd'hui, ils sont un peu pris au dépourvu, et compte tenu des annonces qu'ils avaient faites, et aujourd'hui, ils sont pris au dépourvu et ils constatent que l'ardoise doit être bien plus salée que ce qu'ils pensaient. Donc, pour l'instant, on essaie de trouver des solutions qu'il faudrait qu'elles soient pérennes aussi. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit des solutions que lorsque l'État vous a aidé aujourd'hui, qu'après quand l'Europe vous dise « Oui, mais c'était une injuste qui est une subvention déguisée que vous devez rembourser ». Donc il y a pas mal de précautions à prendre. Et je crois que plusieurs cas comme cela ont déjà été faits. Et puis aujourd'hui, les gens prennent leurs précautions. Maintenant, les pêcheurs sont dans l'attente d'une solution immédiate. Vous aviez sollicité la ministre des Outre-mer lorsqu'elle est venue ici en Guadeloupe. L'entrevue avait été satisfaisante? Alors ce n'était pas la ministre des Outre-mer qui était venue, parce qu'elle avait délégué... Le ministre des Outre-mer n'est pas venu. D'ailleurs, je l'ai fait remarquer tout de suite. J'ai dit, attendez, le président se déplace et j'aimerais bien que la ministre soit là. C'est vrai que quelques minutes après, elle est arrivée en s'excusant et tout, et elle nous a laissé donc ses conseillers avec lesquels travailler. Et il a été sorti un compte-rendu qui ne nous plaisait pas du tout d'ailleurs, que nous avons transcrit à la presse, et que personnellement j'ai qualifié de torchon. Ce qui m'a été reproché au ministère de l'Outre-mer, que je ne devrais... J'ai dit, mais bon, je l'ai qualifié de ce que j'ai ressenti face à cette réponse que vous avez faite et face à l'ampleur de la catastrophe. Pour moi, ça ne répondait à rien du tout, et donc j'ai fait des corrections, et je vous demande de prendre note des corrections que nous avons faites. Quel type de correction, justement? Les corrections, en fonction des choses à minima qu'il nous proposait, là nous disions que ça ne peut pas cadrer avec la réalité de l'affaire. Je prends un exemple simple. Dans une réunion qui s'était tenue au mois d'avril, le préfet avait dit qu'il donnerait 30 000 euros sur 3 ans de minimis. Après, ça n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, ça a été évoqué, ainsi de suite. C'est un petit jeu de pirouette, parce que je pense que le problème qu'il y a, c'est que les fonds qui sont mis à disposition pour régler ce problème de chlordécone ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. Bon, il faut le dire. Et c'est ça le problème. Une dernière question, la réunion de cet après-midi a été annulée. À quand les prochaines négociations? Après les élections régionales, comme vous le disiez au début? Alors moi, je suis obligé de penser comme ça, parce que moi je sais comment cela se passe lorsqu'il y a des élections. Tout le monde est tenu au silence, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'y a pas grand-chose qui avance. Et lorsqu'il y aura des élections, supposons qu'elles se fassent au premier tour ou bien au deuxième tour, il va falloir mettre tout ce monde en place, ainsi de suite. Ce sont les fêtes de fin d'année. Donc les pêcheurs ont refusé qu'il y ait cette avancée aujourd'hui, mais ils prennent leurs responsabilités. La main était tendue et il leur fallait la saisir. Mais bon, ils n'ont pas voulu, disant qu'ils n'ont pas été avertis suffisamment à temps. Et cependant, ce que je ne comprenais pas, c'est que ce matin, quand ils ont entré, ils ont dit que nous sommes dans l'urgence. Donc dans l'urgence, on travaille dans l'urgence, hein? On est comme ça, hein? On est plus tendu. Donc je pense qu'il fallait qu'ils saisissent l'occasion, qu'ils se disent, bon d'accord, il y a cette réunion, on y participe, d'autant plus que nous avions les banquiers, les bailleurs de fonds, les ceci, les cela, les politiques, tout. En fait, tout le gratin était là pour essayer de voir quelle solution trouver. Donc, je ne dis pas qu'on aurait trouvé la solution d'un premier coup, mais au moins ça solliciterait quelques réunions, et puis voilà. Et ils avaient la parole, ils étaient des acteurs. Ils n'ont pas voulu. Jean-Claude Yoyotte, il y a également un autre problème qui empoisonne la vie, on va dire, des marins pêcheurs, ce sont les algues sargasses. D'ailleurs, une convention a été signée cet après-midi avec les communes de la Riviera du Levant, une aide supplémentaire pour aider ces 4 communes à faire face aux sargasses. On regarde le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grel et on revient avec vous juste après.
200 000 €. C'est la somme allouée aux communes du Riviera du Levant par l'État pour lutter contre les sargasses. Cette aide supplémentaire est d'autant plus appréciée en vue du début de la saison touristique. Absolument, puisque nous sommes 4 communes hautement touristiques. Donc dans ce sens-là, effectivement, c'est une très bonne opération pour nous. On a déjà mis en place les brigadiers qui sont opérationnels. Et donc là maintenant, avec ces moyens supplémentaires que l'État va mettre à notre disposition, on pourra aller un peu plus loin. Cette convention donne droit à l'État de passer des marchés avec l'accord des communes. Là, c'est l'État qui va passer des marchés avec des entreprises et qui va nettoyer pour le compte des communes, en accord bien sûr avec les services municipaux. C'est une convention qui dure, qui prend effet immédiatement et qui va durer immédiatement pour le mois à venir et qui va permettre de nettoyer les plages. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, il n'y a actuellement plus beaucoup de sargasses en haute mer et donc ça va nous laisser un répit, ça va nous permettre de bien nettoyer les plages et de bien nous préparer si jamais par malheur elles revenaient. En espérant qu'avec un tel dispositif, la saison touristique ne sera pas gâchée par ces envahisseurs. Jean-Claude Yoyotte, une réaction sur ces aides que l'État donne donc pour faire face aux sargasses? Je pense que l'État prend ses responsabilités en la matière. C'est vrai que les sargasses n'ont pas été envoyées ni par l'État, ni par les pêcheurs, ni par les collectivités, mais elles sont bien présentes et que ça gêne le bon développement du secteur économique et secteur touristique et secteur de la pêche. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une étape. Demain, ce sera une autre. Je pense qu'effectivement qu'il y aura également des conventions qui seront signées avec le comité régional des pêches et dans laquelle les marins-pêcheurs seront impliqués pour l'enlèvement des sargasses. Merci Jean-Claude Yoyotte d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle que vous êtes le président du comité régional des pêches. On va parler politique maintenant, puisque depuis ce midi, les dépôts de candidatures pour les régionales 2015 sont clos. Le 6 décembre prochain, on aura le choix entre 10 candidats. Comme vous allez le voir sur ce tableau, figure évidemment le président sortant, Victorin Lurel, le député maire de Bémao, Harry Chalus, le maire de Saint-François, Laurent Bernier. Et puis également, pour la première fois de l'histoire guadeloupéenne, le Front National sera présent pour ces élections régionales. Alors, certains candidats n'ont pas pu constituer à temps de liste valide avec les fameux 43 noms respectant le principe de parité. C'est le cas de Christian Trébert et sa liste Papillon 2015. Muriel Barlagne a recueilli ses impressions. Je me suis beaucoup concentré donc sur le programme que j'avais présenté et malheureusement je me suis moins concentré effectivement sur la constitution de la liste et malheureusement il y a un certain nombre de personnes qui ont accepté d'être sur la liste et qui jusqu'au bout sont restés sur la liste et d'autres qui ont accepté à demi-mot, on va dire, au bout de la langue, entre guillemets, je dirais, et qui après, pour des raisons personnelles que j'accepte, parce que c'est vrai que ça demande un engagement quand même, n'ont pas, consenti à venir sur la liste. Donc voilà. Je n'ai pas réussi à constituer la liste des 42 personnes. Ça a demandé un investissement conséquent et qui malheureusement s'avère, je ne dirais pas être un échec parce qu'évidemment on rencontre beaucoup de personnes, on développe des idées, on acquiert de nouvelles connaissances, on est mobilisé sur un projet, ce que j'apprécie beaucoup, on échange beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, qu'on ne peut pas porter ses idées, c'est surtout ça. C'est pas forcément d'être élu, mais au moins de parler, d'informer sur des idées qui pourraient favoriser une amélioration de la vie des Guadeloupéens. C'est vrai que c'est frustrant, voilà. C'est frustrant. Les parents d'élèves de l'école Guy Cornélie II auraient été mobilisés ce matin. Ils ont notamment pointé du doigt les mauvaises conditions dans lesquelles étudient leurs enfants, l'insécurité et l'insalubrité. Une réunion avait lieu en fin de matinée en mairie des Abîmes. Le reportage d'Éric Pommier. Habituellement, ces deux barrières sont baissées. Elles sont situées aux abords de l'école Guy Cornélie II pour interdire toute circulation devant l'établissement. Le problème de sécurité est posé. Par ailleurs, traverser cette portion de chaussée semble poser un autre problème malgré le passage protégé provisoire, mais celui-ci est juste situé après un tournant, rendant la traversée des élèves périlleuse. Nos enfants n'ont pas de passage protégé, ne sont pas en sécurité pour se rendre à l'école. Donc nous avons fait des demandes d'ASVP. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse de la mairie, donc nous avons été obligés de réagir. Les parents sont inquiets ce matin et ils sont montés au créneau pour dénoncer cette situation.
Ils se sont mobilisés pour se faire entendre, mais pour également pointer du doigt un autre problème, mais plus récurrent celui-là, des conditions de vie scolaire inacceptables. Nous avons des toilettes dans un état d'insalubrité avant le début des cours. Nous avons remonté ces problèmes à la mairie. Problème d'insalubrité, en témoignent ces quelques photos prises et placardées à l'entrée même de l'établissement, avec écrit de façon lisible « Inadmissible ». Les services techniques directement concernés sont vite passés à l'offensive, conscients d'une situation dont il faut trouver dans les plus brefs délais une issue favorable. Il faut savoir qu'on avait un conseil d'école vendredi où on a soulevé les points et nous avons donné des garanties que pendant ce week-end, il y aura des choses seront faites, y compris entre aujourd'hui et puis dans la semaine, d'accord? Effectivement, bon, les parents se sont mobilisés ce matin pendant une demi-heure juste pour montrer leur mécontentement et puis bien sûr, vous savez, il faut un peu de pression pour tout puisque bon, on connaît la période. Mais pendant le week-end, les toilettes ont été nettoyées par la municipalité, par une entreprise et là, nous sommes en train de travailler pour voir les choses en urgence qu'on va pouvoir faire dans la journée jusqu'à vendredi. Donc on peut dire que la mobilisation certes a servi parce que ça permet un petit peu de bousculer les choses, mais la communauté, la ville était déjà au courant. Pendant notre interview, une rencontre avec la mairie et les représentants de parents d'élèves se tenait, mais pas de caméra, nous a-t-on clairement indiqué. Quant à la position des parents, elle est claire. Si pas de changement de la situation dans l'immédiat, le blocage de l'établissement sera l'unique recours pour se faire entendre. Un mot du mouvement social à la distillerie Bologne. Les négociations entre la direction et les employés n'ont pour l'instant rien donné. Les salariés réclament, on le rappelle, notamment la réintégration d'une salariée licenciée. La mobilisation se poursuit. Parlons à présent de cette initiative d'un agriculteur moulien, Jean-Marie Gobardan. Il veut inciter les agriculteurs à se mettre en règle avec leurs cotisations sociales, et ce pour pouvoir prétendre aux fonds européens. Muriel Barlagne l'a rencontré. Nous sommes à l'habitation de l'Écluse, au Moule, sur un groupement foncier agricole réunissant 35 exploitants sur 400 hectares. Jean-Marie Gobardan y a planté 10 hectares de canne à sucre qu'il entretient sans herbicides. Comme beaucoup d'autres, cet exploitant agricole souhaiterait développer son affaire. Il voudrait par exemple prétendre aux fonds européens, comme le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. Seulement voilà, il n'a pas toujours pu verser ses charges sociales et fiscales. Or, pour être éligible aux aides publiques, il faut être à jour de ses cotisations. Alors, la priorité vitale d'un entrepreneur, d'un professionnel, d'un acteur économique, tel qu'il soit, agriculteur ou autre, c'est quoi? C'est mettre de l'essence dans le véhicule, c'est acheter à manger, c'est pouvoir aller chez le médecin, c'est parer aux charges de la maison, de la famille, etc. etc. Cette partie-là est vitale. Et bon, une année où ça ne va pas, les années où ça ne va pas, les premières choses qui vont être négligées et qui vont ne pas être honorées, c'est dommage, mais la sécurité sociale en fait partie, éventuellement la fiscalité, etc. Avec la DARG, Association de développement agricole et rural de Guadeloupe, Jean-Marie Gobardan a décidé de partir en campagne pour informer les agriculteurs de l'importance de régulariser leur situation. Ils sont encore trop nombreux à être concernés. Il est bon pour le citoyen que la DARG diffuse au maximum ses compétences, aille sur le terrain, rencontre les agriculteurs, voit avec les agriculteurs comment faire pour pouvoir résoudre les problèmes qu'ils ont pour leur cotisation sociale avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, résoudre les problèmes qu'ils ont d'un point de vue comptable, pour qu'ils tiennent leur comptabilité, résoudre les problèmes avec eux qu'ils ont pour pouvoir faire leur déclaration de revenus, leur déclaration au niveau des impôts et avoir leur attestation fiscale, avoir leur attestation sociale, avoir leur déclaration de surface. Autant de documents qui sont réclamés aux exploitants au moment de constituer des dossiers de demande de subvention, en plus d'un projet bien ficelé. On en vient à l'actualité dans la Caraïbe. Jean-Luc Icard nous emmène ce soir à Trinidad et Tobago, à Puerto Rico et à Cuba. Voici la Minute Caraïbe. Trinidad et Tobago. Vendredi, la population trinidadienne a réagi avec indignation et stupéfaction sur le contenu d'une vidéo de recrutement inquiétante produite par la branche syrienne de l'État islamique. Un Trinidadien entouré de ses 3 enfants
a appelé les musulmans de Trinidad et Tobago à participer à la lutte. L'ancien ministre de la Sécurité nationale de Trinidad, Gary Griffith, estime qu'au moins 30 citoyens étaient maintenant combattants terroristes. Un rapport des Nations Unies a également reconnu Trinidad et Tobago comme pays de recrutement des combattants islamistes. Porto Rico, les agents de la police portoricaine de l'air et de la mer ont appréhendé 20 migrants sans papier en provenance d'Haïti et de la République dominicaine. Les migrants continuent à mettre leur vie en danger en traversant le canal de la Mona, ne connaissant pas les dangers multiples de cette zone, a déclaré Ramiro Cerillo, agent de patrouille. Un bateau de fortune a été intercepté au large des côtes d'Aguada, comptant 20 Dominicains et Haïtiens en situation irrégulière. Le groupe a été transporté à la police des frontières pour différents contrôles et examens avant rapatriement dans leur pays d'origine. Les migrants maritimes arrivent généralement sur des bateaux en bois appelés yola, munis d'un seul moteur hors-bord de faible puissance et généralement surchargés d'un très grand nombre de passagers. Cuba, Adios Buena Vista Social Club. Le mythique groupe cubain s'est produit au Beacon Theatre de New York dans le cadre de sa tournée d'adieu à travers les États-Unis. Selon l'agence Prensa Latina Noveles, le groupe cubain et son célèbre chanteur Omar Portuondo se sont produits à la Maison-Blanche, premier orchestre cubain à le faire depuis plus d'un demi-siècle. Le groupe, créé en 1996, est composé de musiciens cubains bien connus qui ont enregistré un CD Grammy avec le producteur américain Ry Cooder et un documentaire nominé pour un Oscar en 2000. Le Farewell Tour a commencé l'année dernière et marque la fin d'une carrière couronnée de succès dans le monde entier. Allez, retour en Guadeloupe avec une première demain soir. Une conférence TEDx se déroulera sur le campus de Fouillol. Le concept de ce phénomène mondial, diffuser des idées qui valent la peine d'être propagées. Technologie, divertissement, 8 intervenants guadeloupéens partageront leur expérience et leurs idées autour du thème l'effet papillon. Karine Gelman nous en dit plus. Réfléchir ensemble, pousser à l'inspiration. TED, Think Entertainment Design, un think tank à l'échelle mondiale. J'ai retrouvé certains de mes mentors, comme Pierre Rabhi par exemple, ou Jacques Attali, des personnes que j'aime bien. Et j'ai dit pourquoi pas, parce qu'en fait ça fait 35 ans que je me bats pour faire entendre donc la voix guadeloupéenne. Un petit pays, un grain de sable au milieu de cette planète, nous avons beaucoup de choses à dire et malheureusement j'ai l'impression que les Guadeloupéens ne sont pas conscients de la richesse que représente la Guadeloupe et c'est pour ça que je trouve que TEDx est un boulevard. Les premières conférences de TED se déroulent en Californie en 1984. Ensuite, elles se répandent rapidement sur Internet. TEDx est un programme annexe qui permet à un groupe, une école, aux entreprises, voire aux bibliothèques de s'organiser sous la forme de conférences. Des émules de TED, donc, à travers le monde, avec aujourd'hui une première en Guadeloupe. Je pense que c'est un signe positif et révélateur, s'il en est, de l'envie des Guadeloupéens d'inspirer vers une Guadeloupe meilleure, vers un monde meilleur. Donc c'est un signal, je trouve, très positif que la TED s'implante ici. Engagé sans être enragé, c'est-à-dire engagé dans le sens où vouloir proposer des choses et inventer et développer l'inventivité de tout un chacun. Parce que là, les défis climatiques vont nous amener tous à être ensemble pour inventer un monde meilleur. Voilà. Chercheurs, penseurs, danseurs, comédiens, économistes, vous, tout le monde est convié à apporter sa vision. Je pense que ce qu'il y a de vraiment pertinent, c'est que justement la danse, de manière générale, est un art qu'on admire par les yeux, à travers un spectacle, et cela se confine et on l'arrête à ça. On n'imagine pas du tout que le corps dansant, celui qui danse, peut permettre vraiment de changer le monde. 18 minutes top chrono, voire moins, pour révolutionner le monde. Et moi, ce que je vois surtout, c'est l'occasion pour ceux qui connaissent TED dans le monde de connaître la Guadeloupe. Parce que si on demande à ceux qui connaissent TED dans le monde, est-ce qu'ils connaissent la Guadeloupe, je suis à peu près sûr que la réponse est la même. Donc, je vois ça plutôt comme une opportunité de montrer ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait d'innovant, d'inspirant pour les Guadeloupéens, évidemment, mais aussi pour tout le reste de l'humanité. Je pense que c'est très important. Les vidéos de TED, c'est aujourd'hui plus de 12 conférences à travers le monde, plus de 8 300 000 likes sur Facebook et 6 790 000 followers sur Twitter.
Et demain, dans notre édition de 12h30, nous recevrons le docteur Henri Joseph qui interviendra donc demain soir lors de cette toute première conférence TEDx. On en vient à l'actualité sportive avec le CSM qui s'est envolé il y a maintenant 1 heure de Pointe-à-Pitre, direction la métropole. Ce week-end, l'équipe moulienne affrontera Mulhouse, c'est dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France de football. Une équipe en costard-cravate qui était plutôt confiante avant de monter dans l'avion. Le reportage d'Éric Pommier. L'équipe du CSM s'est mise sur son 31 pour s'envoler ce soir destination Paris. En jeu, sa nouvelle participation à la Coupe de France. C'est le résultat d'un club qui a su se faire sa place pour être du voyage. Ouais, c'est sûr, c'est le jour du départ, on verra ce que ça donne. De toute façon, le match est samedi, donc là, on est en mode préparation. Et voilà, quoi. Au total de la saison pour l'équipe de Richard Albert, 5 matchs, 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Le capitaine affiche une sérénité des grands rendez-vous, conscient de l'enjeu et de ce premier tour à passer pour entrer dans le tableau des grands. Ah ben c'est sûr, c'est un 7e tour quand même, donc c'est sûr qu'il va falloir jouer comme on a l'habitude de faire. Mais après c'est sûr qu'il y aura la pression, on espère que ça sera une pression positive. Le CSM contre l'équipe de Mulhouse. L'équipe mesure l'enjeu de la rencontre mais reste sur un objectif, se concentrer sur son propre jeu. Il faudra d'entrée de jeu muscler le match. Mulhouse est un club de CFA de haut niveau. De toute façon, si on n'était pas confiant, on ne serait pas parti. Donc Mulhouse, voilà, à ce qui paraît, joue quand même bien au ballon. Ils ont à ce qui paraît offensivement, ils sont pas mal. C'est assez physique, donc on verra. De toute façon, on va travailler tactiquement et on aura quelques vidéos quand même. Les Mouliens iront en Alsace pour affronter le FC Mulhouse, club en effet au palmarès glorieux. FC Mulhouse CSM, une belle affiche pour un 7e tour et donc un verdict très attendu samedi soir à l'issue de la rencontre. Et on croise les doigts pour eux. Le sport, c'est aussi les skippers de la Mini Transat Île de Guadeloupe qui se rapprochent tout doucement de Pointe-à-Pitre. Le premier est à 750 000 de la ligne d'arrivée. Il est d'ailleurs attendu ce week-end. Le seul Guadeloupéen en lice, Karl Chipotel, était 22e au dernier pointage. Il lui reste 1209 000 à parcourir. Avant de se quitter, un point sur vos conditions météo pour demain matin. Le ciel sera encore chargé avec des risques d'averses. Les températures matinales seront comprises entre 26 et 28 degrés. Notez que la préfecture de Guadeloupe appelle à rester vigilant en ce moment, même si nous sommes en vert, et de se tenir informé de la météo. Pour cela, rien de plus simple, restez sur Alizé. Vous allez d'ailleurs retrouver dans quelques instants un bulletin détaillé de votre météo dans notre région. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Après la météo régionale, l'information nationale et internationale avec le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite 2 numéros d'enquête exclusive au cœur du raid et puis Rome, tourisme, arnaque et raquette, tout un programme. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.